14 juillet 2008, comme chaque année, un feu d'artifice est tiré depuis le port de Nantes. En arrière-plan du spectacle des hommes, la Lune continue sa course orbitale dans le silence de l'espace. Dans 18 jours, c'est elle qui sera à l'honneur en provoquant le plus beau des spectacles naturels, une éclipse totale de soleil. Depuis 2 ans, j'ai le projet d'aller contempler et photographier cette éclipse en partant de Nantes, la ville natale de Jules Verne, en utilisant exclusivement le train comme moyen de transport. Ce spectacle aura lieu le 1er août. Mais pour y assister, il va falloir aller très loin, à des milliers de kilomètres de là, jusqu'en Sibérie, à Novosibirsk. Ce sera ma 6e éclipse totale de soleil. Et je ne peux m'empêcher de repenser à mes précédentes observations. Celui qui n'a jamais contemplé ce phénomène ne peut imaginer ni comprendre la force des sensations vécues au moment où la Lune recouvre entièrement le Soleil de son disque sombre, provoquant la nuit en plein jour. Pour réaliser ce film, 2 compagnons d'aventure ont accepté de parcourir avec moi des milliers de kilomètres en train pour aller filmer et contempler, eux aussi, les 2 minutes et 18 secondes de cette éclipse totale de soleil. C'est un pari un peu fou, qui rappelle celui de Phileas Fogg dans le roman de Jules Verne, Le Tour du monde en 80 jours. L'éclipse totale de soleil ne nous attendra pas. Les lois de la mécanique céleste feront passer l'ombre de la Lune à l'heure et à l'endroit prévu avec une précision astronomique. Tel Phileas Fogg, il sera hors de question de rater un départ de train ou une correspondance. Une véritable course contre la montre doit animer les différentes haltes et rendez-vous qui jalonnent notre parcours en Europe. Les notions du temps qui passe, de l'heure impérative et de la précision temporelle sont omniprésentes dans cette aventure. Pour matérialiser cette course cosmique du temps, je vais tenter, chaque fois que cela sera possible durant notre périple, de photographier la Lune. Tel un calendrier lunaire, son changement de place et de forme matérialiseront ainsi le temps qui nous reste avant le moment exceptionnel de l'éclipse. Je profite de notre première halte à Paris pour tenter de photographier la Lune avec l'un des symboles parisiens les plus connus, la Tour Eiffel. Afin d'avoir sur la même image ces 2 éléments, je suis obligé de me rendre au Trocadéro, car seul ce point de vue peut m'offrir précisément, ce soir du 15 juillet 2008, le cadre magnifique permettant d'enregistrer la conjonction de notre satellite naturel avec la célèbre tour. La Lune y apparaît, dans sa forme gibbeuse, c'est-à-dire entre quartier et plaine. Notre satellite roule dans l'espace à plus de 4000 km/h sur son orbite. Dans moins de 3 jours, ce sera la pleine Lune, et dans 17 jours, la nouvelle Lune sera en rendez-vous avec le Soleil dans le ciel de Novosibirsk, en Sibérie. Ce soir du 15 juillet 2008, le spectacle de la Lune et de la Tour Eiffel est magnifique. L'ambiance de fête et la beauté de ce moment sont comme un signe d'espoir pour la réussite de cette aventure. Ce voyage vers le Soleil noir est aussi un pèlerinage dans l'Europe des sciences. Plusieurs haltes vont jalonner notre parcours. Toutes ont une résonance importante en histoire de l'astronomie pour comprendre combien les éclipses totales de soleil ont été, au cours des siècles, des phénomènes essentiels permettant de faire évoluer notre vision du monde. Notre premier rendez-vous est à Meudon, à l'Observatoire. Un rendez-vous dans le temps avec l'un des plus importants astronomes du 19e siècle, Jules Janssen, fondateur de cet observatoire d'astrophysique. À partir des années 1840, les éclipses totales de soleil deviennent de véritables laboratoires scientifiques pour comprendre la nature et la physique du Soleil. Jules Janssen organise des expéditions exceptionnelles à travers le monde entier et fait des dizaines de milliers de kilomètres pour profiter des quelques minutes précieuses durant lesquelles le Soleil est occulté par notre satellite naturel. C'est près de la statue de Janssen que j'ai rendez-vous avec Françoise Glonnet
sa biographe. Un grand observateur. Et puis arriver à tout synchroniser. Et en général, ces observations, ça se passe bien parce qu'il y a des histoires pendables, d'éclipses, un laboratoire photo de campagne dont on oublie de fermer la porte au moment où on développe. Enfin, bon, il y a une émotion, bien sûr. Une éclipse totale, c'est terrible. Il y a une émotion, on fait des bêtises. Et lui, vraiment, d'ailleurs, il le dit. Qu'il est serein, qu'il se sent prêt, que tout a été bien calculé, tout est méthodique. Très méthodique, il est très organisé. Ouais. Il est organisateur et organisé. Mais alors lui, ce qui est nouveau pour lui et ses découvertes, c'est l'utilisation du spectroscope. Les quelques minutes d'une éclipse totale, durant lesquelles le disque sombre de la Lune cache entièrement la surface du Soleil, permettent de révéler autour de celui-ci un certain nombre de phénomènes, tels la couronne solaire, la chromosphère ou les protubérances. À l'œil nu, la couronne solaire ressemble à une sorte de papillon évanescent entourant le Soleil noir. La chromosphère enveloppe finement notre étoile d'une délicate teinte rose, tandis que les protubérances semblent être des flammes émanant de sa surface. Durant une partie du XIXe siècle, l'un des grands débats scientifiques porte sur l'origine de ces phénomènes. Font-ils partie du Soleil ou bien est-ce l'atmosphère de la Lune? Cette question sur les protubérances est résolue lors de l'éclipse du 18 juillet 1860, au cours de laquelle plusieurs astronomes prouvent la nature solaire de ce que certains appellent désormais les flammes solaires. Lors de l'éclipse du 18 août 1868, Jules Janssen fait une découverte extraordinaire depuis son lieu d'observation en Inde. Il a la révélation d'une méthode pour observer les protubérances solaires en dehors du seul moment de l'éclipse. Et là, c'est d'ailleurs amusant son observation de l'éclipse de 68 parce que les autres astronomes font une description précise. J'ai vu 3 raies, telle couleur, et lui il dit j'ai vu 5 ou 6 raies. Sur les 5 ou 6, il n'y en a que 2 qui l'intéressent, c'est la bleue et la rouge parce qu'il a reconnu l'hydrogène. Et donc il se fixe là-dessus. Il dit bon mais là j'ai une intensité extraordinaire, en particulier dans le rouge. Donc si les protubérances émettent spécialement dans le rouge, si je regarde dans le rouge et si je mets mon spectroscope, bien sûr c'est évident, je n'ai pas besoin d'une éclipse totale. Demain, si je regarde dans le rouge les protubérances et si je déplace la fente de mon spectroscope le long des protubérances, je vais pouvoir reconstruire les formations et suivre l'évolution. Et ça c'est quand même très fort. Le succès de ces expéditions permet à Janssen de convaincre le gouvernement français de la création de l'Observatoire d'astrophysique de Meudon dans les années 1870. Désormais, les astres sont étudiés à l'aide de nouveaux outils d'observation avec pour objectif la détermination de leur nature et de leurs caractéristiques physiques. Jules Janssen fait notamment construire une lunette d'une taille démesurée avec un objectif de 83 cm de diamètre. Pour pratiquer cette nouvelle science, qu'est l'astrophysique, un outil indispensable doit compléter ces instruments d'observation, c'est le spectroscope. Françoise Launay nous fait une grande faveur. Elle nous présente un modèle du spectroscope conçu par Jules Janssen dans les années 1860. C'est avec un instrument de ce type que Janssen a réalisé quelques-unes de ses plus belles découvertes. Je vais surtout montrer, ce que je veux montrer, c'est le nerf de la guerre, c'est-à-dire le train de prisme. Tel un trésor, Françoise Launay démonte avec précaution l'appareil pour nous faire découvrir son train de prisme, qui permet la décomposition de la lumière. Grâce à des appareils de ce type, les astronomes ont ainsi l'incroyable possibilité, depuis le milieu du XIXe siècle, de déterminer la composition chimique des astres. L'image obtenue dans un spectroscope ressemble au code-barre de l'étiquette d'un produit du commerce. De la même manière, l'étude du spectre d'un astre permet de déterminer les éléments chimiques qui le composent par la seule étude de ses raies. C'est d'ailleurs lors d'une éclipse de soleil qu'un nouvel élément chimique fut découvert dans le Soleil. Celui-ci fut baptisé hélium, du grec hélios, pour rappeler l'origine de sa découverte au sein du Soleil. Françoise Launay me donne la possibilité merveilleuse de contempler dans le spectroscope l'image du spectre obtenu d'une lumière blanche au tungstène. Alors évidemment, ce serait bien si on avait eu... Est-ce qu'il n'y a pas Le télescope de 1 mètre dans le télescope de 1 mètre dans le D'accord. spectroscope. Et à l'origine, le 1 mètre de Janssen était... Il était là. Hein. Il était là, a été construit, d'accord, oui. il a toujours été là. Les coupoles, les 2 coupoles de 7,50 m de diamètre... Certaines des expéditions scientifiques de Jules Janssen aux 4 coins du monde nécessitent des moyens techniques dignes d'un roman de Jules Verne.
Il va même jusqu'à faire construire un télescope d'1 mètre de diamètre afin de pouvoir le transporter lors de l'une de ses expéditions, ce qu'il ne fera tout de même pas. Preuve de ses talents d'organisateur, il tient compte des dimensions des cales des navires de l'époque afin que chaque pièce démontée puisse être transportée à l'autre bout du monde. Notre prochaine étape dans ce voyage vers le Soleil Noir doit nous amener à Berlin, ou pour être plus précis, à l'observatoire de Potsdam, à quelques kilomètres de la capitale allemande. Tout comme celui de Meudon, l'observatoire de Potsdam est créé au XIXe siècle, à une époque où la pollution lumineuse y est pratiquement inexistante. Ce passage à l'observatoire de Potsdam a pour objectif de ne m'arrêter qu'à un seul des différents instruments et bâtiments qui parsèment son parc, un instrument exceptionnel à plus d'un titre et à part de tous les autres, la tour Einstein. Grâce à Charlotte Big, historienne des sciences, qui a accepté de m'introduire et de me servir d'interprète, je vais découvrir ce haut lieu de la science allemande. Nous y avons rendez-vous avec le professeur Staude, ancien directeur de cet observatoire. Freundlich, Finlay freundlich. Wenn freundlich sind